respirer profondément l'air chaud et vibrant d'une matinée qui promettait d'être dorée. Nous sommes quelque part dans la vaste et multiforme Afrique, au sein d'une communauté où les liens ancestraux sont aussi forts que les racines des acacias qui parsèment le paysage. Imaginez le soleil levant, peignant le ciel de teintes orangées et roses, tandis que le village s'éveille au son des oiseaux et aux premiers préparatifs d'un jour de grande célébration. Au centre de cette attente se trouve Nneka, jeune, aux yeux expressifs qui gardent la profondeur des nuits étoilées. Elle sent son cœur battre à un rythme frénétique. Un mélange de joie et de nervosité. Aujourd'hui est le jour de son mariage. Le jour où elle s'unira à Kwasi, le jeune homme dont le sourire timide cache une force tranquille, le conteur qui l'a charmé avec des légendes de guerriers et d'esprits de la forêt au clair de lune. Nneka ajuste les pagnes colorés qui l'enveloppent, tissu choisi avec soin, symbole de fertilité et de la nouvelle vie qui commence. Sa peau lui d'huile de karité parfumée, et ses cheveux sont ornés de perles et de coquillages, une coiffure qui a pris des heures à réaliser, un véritable travail d'art et de dévouement. Elle sourit à son propre reflet dans une bassine d'eau, un sourire chargé de rêves et de la douce innocence de celle qui croit au bonheur éternel. Les tambours commencent à résonner plus près, un appel ancestral qui annonce l'heure de la cérémonie. Elle est prête. Prête à marcher jusqu'au grand baobab sacré, où les anciens et les familles attendent. Prête à retrouver Kwasi et à sceller son destin au sien. Elle est jointe d'imaginer que cette marche l'amènera non pas à la rencontre de l'amour promis, mais au bord d'un gouffre de choc et d'incrédulité, une confrontation avec les limites floues entre la vie, la mort et les traditions qui défient la compréhension moderne. Ce qui l'attend sous l'ombre du baobab n'est pas la chaleur d'une étreinte nuptiale, mais le froid tranchant d'une vérité impensable, une révélation qui figera le soleil dans son ciel particulier. Restez avec nous, car l'histoire qui va suivre est une plongée dans les profondeurs des croyances humaines. Un récit qui restera gravé en vous bien après que les mots se seront tus. Nneka avance, flanquée d'un cortège de femmes de sa famille et d'amis. Elle chante des chants de mariage, des mélodies qui parlent d'amour, de prospérité et de la bénédiction des ancêtres. Mais, à mesure qu'elles approchent du lieu sacré, Nneka perçoit quelque chose d'étrange. Où est la réponse vibrante des hommes de la famille de Kwasi? Où sont les cris de joie, les danses vigoureuses qui devraient saluer l'arrivée de la mariée? L'air semble lourd, chargé d'une émotion qu'elle ne parvient pas à déchiffrer. Un silence anormal plane sur la foule déjà rassemblée. Les visages qu'elle voit ne reflètent pas la joie attendue. Il y a des regards détournés, des têtes basses, une solennité qui contraste violemment avec l'atmosphère festive qui devrait régner. Sa tante, qui marche à ses côtés, lui serre la main avec une force inhabituelle, presque un avertissement. Nneka cherche anxieusement Kwasi parmi les présents. Il devrait être là, aux côtés de son père, l'attendant avec ce sourire qui apaisait toutes ses tempêtes intérieures. Mais il n'est pas là. Sa place est vide, ou presque. Dans l'espace où il devrait se tenir, repose sur une natte cérémonielle sa tunique la plus distinctive, celle qu'il portait lors des occasions spéciales, et à côté, son bâton de conteur, planté dans le sol comme une sentinelle silencieuse. Un frisson parcourt le corps de Nneka, une peur primordiale qui commence à étouffer la joie dans sa poitrine. Que signifient ces objets-là, à cet endroit, de cette manière? Les chants des femmes vacillent et meurent dans leur gorge, alors qu'elles perçoivent elles aussi la gravité inexpliquée de la situation. Le cœur de Nneka martèle maintenant de façon désordonnée, un tambour de pure panique, pause dramatique. Son d'un unique gong ou cloche, grave et résonnant. Où est Kwasi? La question hurle en elle, mais la voix ne sort pas. Le père de Kwasi, un homme de noble stature et au visage habituellement serein, s'approche. Ses yeux, normalement chaleureux, sont maintenant rouges et gonflés, marqués par une douleur profonde et récente. Il s'arrête devant Nneka, et le silence de la foule devient presque assourdissant. Tous les regards sont fixés sur eux. La mère de Kwasi, un peu en retrait, pleure silencieusement, le visage couvert d'un voile sombre. Nneka sent ses jambes flageoler. Le monde semble tourner au ralenti. Le père de Kwasi lève la main, non pas pour une salutation festive, mais dans un geste d'affliction. Sa voix, quand elle rompt enfin le silence, est basse, étranglée, presque un murmure qui coupe l'air comme une lame froide. « Nneka, ma fille, les esprits ancestraux ont rappelé Kwasi. » Les mots flottent dans l'air, lourds, incompréhensibles. « Rappelé ? Comment ça ?» Nneka secoue la tête, refusant de comprendre. Une fièvre soudaine l'a emportée pendant la nuit, poursuit l'ancien, la voix brisée.
Nous avons lutté. Les guérisseurs ont utilisé toutes les herbes, tous les champs, mais son temps parmi nous était révolu. Il est parti pour la terre des ancêtres peu avant le lever du soleil. Le sol se dérobe sous les pieds de Neka. Kwasi, mort. Son Kwasi, le rêveur, le doux conteur, mort, le jour de leur mariage. La douleur la frappe avec la force de la foudre, lui coupant le souffle, la faisant chanceler. Elle se serait effondrée si elle n'avait été soutenue par les femmes autour d'elle. Des larmes chaudes explosent enfin, inondant son visage, brouillant la peinture festive qui ressemble maintenant à un masque de dérision. Un sanglot angoissé s'échappe de ses lèvres, un son primitif de perte et de désespoir qui résonne sous le baobab. Kwasi était mort. Mais alors, pourquoi était-elle là, vêtue en mariée? Pourquoi la cérémonie n'avait-elle pas été annulée? Pourquoi la tunique et le bâton étaient-ils là, comme s'il était encore le fiancé? La confusion commence à se mêler au deuil, créant un tourbillon chaotique dans son esprit. C'est l'un des anciens les plus respectés de la communauté, un homme dont la peau ridée comme l'écorce d'un vieil arbre garde la sagesse d'innombrables générations, qui prend la parole. Sa voix est ferme, résonnant de l'autorité de la tradition immémoriale. « Neka », dit-il, son regard perçant cherchant le sien au milieu des larmes. « Nous pleurons la perte de Kwasi. Il était un fils de cette terre, et son absence sera ressentie comme la sécheresse qui châtie le sol. Mais il y a des promesses faites, Neka. Des promesses faites non seulement entre hommes, mais devant les esprits qui nous gardent et les ancêtres qui nous observent. Ces promesses ne peuvent être défaites par l'ombre de la mort. » Neka le fixe, les yeux écarquillés d'incompréhension et d'une peur croissante. Des promesses? Quelles promesses pourraient survivre à la mort du fiancé lui-même? L'alliance entre les familles a été scellée, poursuit l'ancien. Les présents ont été échangés, les rites préparatoires ont été accomplis. Kwasi est parti encore, mais son esprit demeure lié à cet accord sacré. L'union doit être consommée pour honorer l'engagement et apaiser les esprits. Une horreur glacée, plus profonde et paralysante que la douleur même de la perte, commence à s'infiltrer dans l'âme de Neka. Elle comprend enfin la signification terrifiante de la tunique, du bâton, de la cérémonie qui n'a pas été interrompue. Ils n'étaient pas là seulement pour pleurer Kwasi. Ils étaient là pour la marier à lui, à un homme mort. Non! Le cri explose de sa gorge, chargé d'incrédulité et de répulsion. Vous ne pouvez pas être sérieux. Me marier avec lui, comme ça? Ses bras tremblent, tandis qu'elle désigne les objets qui représentent son fiancé absent. C'est inhumain. C'est un sacrilège. La réaction véhémente de Neka provoque une onde de choc dans la foule. Des murmures se répandent. Quelques aînés secouent la tête en signe de désapprobation, chuchotant sur l'importance de respecter les coutumes, de ne pas déranger l'esprit du défunt. D'autres, surtout les plus jeunes, regardent Neka avec un mélange de compassion et d'appréhension, se mettant peut-être à sa place l'espace d'un instant terrifiant. Le père de Kwasi, le visage baigné de larmes silencieuses, tente d'intervenir à nouveau, la voix étranglée par la supplication. « Neka, s'il te plaît, essaie de comprendre. Nous ne demandons pas cela le cœur léger. C'est la tradition de nos ancêtres, c'est la manière d'honorer la mémoire de Kwasi, de garantir que son esprit n'erre pas perdu entre les mondes. C'est pour que sa lignée, notre lignée, ne s'éteigne pas avec lui. Lignée? Comment la lignée pourrait-elle continuer? La question flotte, non dite, mais comprise par tous. Dans certaines traditions africaines, lorsqu'un homme mourait avant d'avoir des enfants, ou même après, un mariage fantôme ou des arrangements similaires pouvaient avoir lieu. La fiancée promise se marierait toujours symboliquement avec le défunt, et souvent, un frère ou un parent proche du mort assumerait la responsabilité d'engendrer des enfants avec la veuve. Ces enfants seraient considérés légalement comme les enfants de l'homme décédé, garantissant la continuité du nom de la famille, de l'héritage et, croyait-on, la paix de l'esprit ancestral. La perception de cette possibilité frappe Neka comme un coup physique. Se marier avec l'esprit de Kwasi et être ensuite obligé de coucher avec un autre homme, un substitut, pour engendrer des enfants en son nom. Son amour pour Kwasi était une flamme vive, pas un contrat social pour perpétuer un nom. « J'aimais Kwasi !» clame-t-elle, la voix rauque de douleur et d'indignation. « Je voulais une vie avec lui, avec son sourire, ses histoires, ses rêves, pas avec son ombre représentée par une tunique. Ce n'est pas de l'honneur, c'est une cruauté sans nom. » Confrontation directe. La musique devient plus affirmée, peut-être avec des tambours plus forts et rapides, reflétant la lutte interne et externe. L'ancien qui avait parlé auparavant fait un pas en avant, son visage maintenant sévère, intransigeant. La cruauté Neka
réside dans le défi à l'ordre établi par ceux qui nous ont précédés et qui en savaient plus sur les voies des esprits. La cruauté est de nier à Kwasi le repos qui lui est dû selon nos coutumes. Pensez-vous que votre douleur est la seule ici? Sa famille a perdu un fils bien-aimé. Notre communauté a perdu un membre prometteur. Cette cérémonie, aujourd'hui, n'est pas une fête comme nous l'avions prévu, mais un devoir sacré. Un devoir envers les vivants qui restent et envers le mort qui est parti. Son regard balaie la foule, comme pour chercher du soutien et renforcer la pression collective. Si vous refusez cette union symbolique, le déshonneur tombera non seulement sur vous, mais sur toute votre famille. L'esprit de Kwasi pourrait devenir agité, errant sans paix, et cela peut apporter le malheur sur nous tous. L'harmonie de notre communauté, qui dépend du respect des traditions et des esprits, sera brisée. Êtes-vous prête à porter le poids de cette responsabilité, Nneka? La pression est écrasante, venant de toutes parts, de la douleur de la perte, de l'horreur de la situation, de la force de la tradition, de la peur du surnaturel, du poids de la responsabilité communautaire. Nneka cherche désespérément le regard de sa mère, de son père, qui sont là, pâles et affligés. Son père semble vieillir de plusieurs années en quelques secondes, le visage marqué par un conflit intérieur atroce entre l'amour pour sa fille et le respect qu'en peur des coutumes ancestrales. Sa mère pleure seulement, impuissante, prisonnière du filet des attentes sociales et de la crainte des conséquences spirituelles d'un refus. Nneka réalise, avec une clarté douloureuse, qu'elle est terriblement seule à ce moment-là, seule avec son cœur brisé, son esprit en tumulte, face à un choix qui semble sans issue acceptable. Se marier avec l'esprit de l'homme qu'elle aimait, se soumettant à un avenir incertain, dicté par une tradition qui la répugnait au plus profond d'elle-même, ou tout défier, affronter la fureur des anciens, la possible colère des esprits, l'isolement social et la honte pour sa famille, que ferait-elle? Que ferait n'importe qui à un carrefour aussi terrible? Le soleil brûle la peau, mais Nneka ressent un froid qui vient de l'intérieur. Les sons de la nature environnante, le bourdonnement des insectes, le bruissement des feuilles dans le baobab, semblent lointains, étouffés par le bruit assourdissant de sa propre angoisse. Elle regarde la tunique de Kwasi, là, si proche. Elle se souvient de la texture du tissu sous ses doigts, de son odeur imprégnée là. Elle se souvient de ses mains tenant les siennes, de leur promesse d'amour éternel murmurée dans l'obscurité. L'amour pour lui palpite encore, une blessure ouverte dans sa poitrine. Serait-ce la seule façon d'honorer cet amour maintenant? Accepter ce fardeau inimaginable pour que son nom ne soit pas oublié, pour que son esprit trouve la paix, comme disaient les anciens? Ou serait-ce la plus grande des trahisons envers leur amour, qui concernait la vie, le partage, un avenir qui n'existerait désormais jamais? Elle pense à sa famille, à la honte qu'il porterait si elle défiait la communauté. Elle pense aux croyances qui soutenaient le monde dans lequel elle avait toujours vécu, croyances au pouvoir des ancêtres, à l'interconnexion entre vivants et morts. Elle était jeune, une femme face à la force écrasante de siècles de tradition, au pouvoir des aînés et à la peur tangible de l'inconnu, du spirituel. La lutte intérieure la consume. Une partie d'elle veut crier, maudire les coutumes, s'enfuir de là pour ne jamais revenir. Une autre partie, épuisée par la douleur et le choc, envisage la soumission. Peut-être était-ce le seul chemin pour survivre, pour trouver une forme quelconque pour aller de l'avant, même si c'était par une route sombre et non désirée. Le temps semble figé. Chaque seconde s'étire en une éternité douloureuse. Les yeux de la communauté sont rivés sur elle, attendant. L'ancien reste immobile, la personnification de la patience et de l'autorité ancestrale. Nneka respire profondément, 1, 2 fois, essayant de trouver quelque force dans les profondeurs de son être dévasté. Elle lève la tête. Les larmes ont cessé de couler, mais ses yeux portent la marque indélébile de la tragédie. Il y a une nouvelle détermination dans son regard, non pas de bonheur, ni même d'acceptation passive, mais la force qui naît de la douleur la plus profonde, la force de celle qui fait un choix à l'épicentre de l'impossible. Lentement, avec des pas qui semblent peser une tonne, elle se meut, non pour fuir, mais pour avancer. Elle marche vers l'endroit où Kwasi aurait dû être, où reposent maintenant ses symboles terrestres, la tunique, le bâton, souvenir tangible de l'homme disparu. Elle s'arrête devant eux. Un soupir presque imperceptible parcourt la foule. Le père de Kwasi ferme les yeux un instant, peut-être de soulagement, peut-être de douleur redoublée. L'ancien principal hoche gravement la tête, interprétant ses mouvements comme le consentement nécessaire. La cérémonie commence. Mais ce n'est pas la cérémonie joyeuse dont Nneka avait rêvé. C'est un rite sombre, adapté,
des paroles qui parlent d'union dans le monde des esprits, de continuité par la mémoire et le devoir. Des invocations sont faites aux ancêtres, demandant leur bénédiction pour cette union inhabituelle. Arrive le moment où l'on demande à Nneka de toucher la tunique de Kwasi, le geste final d'acceptation. Sa main hésite, tremblant dans l'air un instant. Elle regarde le tissu. Dans son esprit, un tourbillon. Elle ne se marie pas avec la mort. Elle fait une dernière promesse à Kwasi, une promesse silencieuse, qu'elle se souviendrait de lui, qu'elle l'honorerait, mais peut-être pas de la manière dont les autres s'attendaient à ce que son avenir se déroule. Elle accomplirait le rituel, pour lui, pour sa famille, pour la paix fragile de la communauté. Mais après, qu'adviendrait-il ensuite? Sa main touche enfin la tunique, un contact froid, définitif. L'acte est accompli. La cérémonie s'achève dans un lourd silence, rompu seulement par les sanglots contenus de la mère de Kwasi et par le vent qui murmure entre les feuilles du baobab. Il n'y a pas de fête, pas de célébration. Juste le poids du deuil et de la tradition accomplie. Nneka est désormais, devant sa communauté et, croyait-il, devant les esprits, l'épouse de Kwasi. Une épouse dont le mari réside au pays des morts. Une veuve consacrée le jour même où elle aurait dû être mariée. Son avenir est un épais voile d'incertitude. La question de la lignée, l'ombre du parent qui pourrait être désigné pour accomplir le devoir d'engendrer des enfants au nom de Kwasi, plane sur elle comme un nuage sombre. Aurait-elle la force de négocier son destin au sein de cette structure? Aurait-elle l'espace pour redéfinir son rôle? L'histoire de Nneka, bien que fictive dans ses détails spécifiques, fait écho à des pratiques réelles connues sous le nom de mariage fantôme ou mariage spirituel, qui ont existé et existent encore sous des formes variées dans différentes cultures à travers le globe, y compris certaines parties de l'Afrique et de l'Asie. Ces traditions, souvent choquantes pour la sensibilité contemporaine et occidentale, sont généralement liées à des systèmes de croyances où la lignée patrilinéaire, l'honneur familial, la propriété et la relation avec le monde spirituel sont d'une importance primordiale, surpassant parfois l'autonomie individuelle, en particulier celle des femmes. L'histoire de Nneka nous force à confronter la complexité des cultures humaines, la tension entre l'individu et la communauté, et les manières diverses et parfois douloureuses dont les sociétés gèrent la mort, la perte et la continuité. Qu'est-il arrivé à Nneka après ce jour fatidique? A-t-elle réussi à trouver une forme d'agentivité, de bonheur, même au sein des contraintes imposées? Ou sa vie a-t-elle été définie à jamais par ce mariage avec une ombre? La réponse, comme si souvent dans l'histoire, pourrait ne pas être simple ni unique. Des histoires comme celle de Nneka sont des fenêtres sur l'immense diversité de l'expérience humaine sur le continent africain, un rappel que l'histoire n'est pas seulement faite de grands événements, mais aussi de vies individuelles façonnées par des croyances profondes et des coutumes complexes. Que pensez-vous de cette tradition? Quelle aurait été votre réaction à la place de Nneka? Connaissez-vous d'autres pratiques culturelles qui traitent de la mort et du mariage de manières inattendues? Nous voulons connaître votre avis. Laissez votre commentaire ci-dessous, participez à la conversation. La compréhension de l'histoire s'enrichit de multiples perspectives. Si ce récit vous a touché, intrigué ou fait réfléchir, envisagez de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Nous continuerons à explorer les histoires inédites, les traditions fascinantes et les moments déterminants de la riche et complexe histoire de l'Afrique. Merci de votre compagnie dans ce voyage profond et éprouvant. À la prochaine histoire.